Et pour ce grand réveil, nous retrouvons Philippe Vardon. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte, bonjour aux éditeurs. On vous reçoit pour parler de cette conférence qui aura lieu ce soir, donc organisée par Identité Liberté, conférence qui accueillera Marion Maréchal, François Bousquet, Pierre-Marie Sèvres et Thibaut Monnier pour parler du racisme anti-blanc. Donc ça réagit, on imagine, à l'ouvrage de François Bousquet qui tente de faire la lumière sur ce racisme anti-blanc, la vérité interdite. Philippe Vardon, est-ce que cette vérité interdite est de plus en plus admise, parce que c'est quand même quelque chose dernièrement qu'on entend énormément sur les plateaux télé. De plus en plus d'élus même reprennent ce terme. Bah, écoutez, pas assez. Pas assez évidemment. Vous le dites, en effet, il y a un ouvrage qui vient de sortir et qui a fait parler, qui est celui de François Bousquet, cette enquête interdite sur le racisme anti-blanc, mais on pourrait même dire qu'il y a deux livres. Puisque quelques semaines avant, c'est un autre livre qui a fait parler de lui, et le thème du racisme anti-blanc y était aussi présent. C'est le livre qui a été fait sur le meurtre de Thomas Perotto à Crépol, où là, en revanche, on a des journalistes de gauche qui nous expliquent eh bien, que même quand 9 témoins disent qu'ils ont entendu des insultes racistes, sale blanc, gouère, etc., eh bien, ce n'est pas du racisme anti-blanc. Donc cette vérité, elle doit être proclamée. C'est tout le sens de cette conférence ce soir, qui se tiendra à partir de 18h30 dans le 9e arrondissement de Paris. J'invite évidemment tous les auditeurs à être présents. Ils peuvent aller tout simplement sur le site identité-liberté au pluriel, identité au singulier liberté au pluriel.fr, et ils auront le lien d'inscription et toutes les informations. Et puis, vous avez oublié un des participants quand même, et je me permets de le dire à votre antenne, puisque Radio Courtoisie est partenaire de cette conférence, et que le président de Radio Courtoisie, Pierre-Alexandre Bouclé, sera l'animateur de cette conversation entre François Bousquet, qui nous fera part de cette grande enquête qu'il a menée à travers toute la France, et aussi Pierre-Marie Sèvres de l'Institut pour la Justice, qui traitera des non-dits judiciaires, sécuritaires, derrière le racisme anti-blanc. Et puis deux intervenants, vous l'avez dit, plus politiques, Thibaut Monnier, qui est député de la Drôme, et qui est le député de la circonscription de Crépol, et qui se bat inlassablement aux côtés de la famille de Thomas, des victimes, puisqu'il y a eu aussi d'autres victimes ce soir-là à Crépol, pour faire reconnaître la nature raciste de ce crime. Et puis Marion Maréchal qui viendra conclure. C'est elle qui a souhaité que nous tenions cette conférence. Elle avait été la première, vos auditeurs s'en rappelleront peut-être, au moment du drame de Crépol, à pointer du doigt cette dimension-là, et elle avait été sur les plateaux parfois un peu seule à défendre cette vérité. Et je me souviens moi aussi que lors de la campagne des élections européennes, elle avait eu un débat avec Mathilde Panot de la France Insoumise, qui expliquait bien sûr que le racisme anti-blanc n'existait pas, que c'était, vous le savez, une théorie. Dès que le réel contredit leur idéologie, le réel devient une théorie. Eh bien, nous sommes là pour répéter inlassablement cette vérité et refuser le déni et aussi le mépris des victimes. Alors précisément, quand vous le dites, il y a beaucoup de déni, même de polémique autour de ce terme. On comprend à travers vos mots que Crépol a quand même marqué probablement une rupture, parce qu'effectivement, il y a eu ces vidéos dans lesquelles on entend ces insultes racistes, et pourtant, on a encore du mal. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile pour des journalistes, pour des personnalités politiques, de reconnaître ce racisme anti-blanc aujourd'hui ? Et parce qu'il vient contredire toute leur idéologie. Derrière le déni du racisme anti-blanc, derrière le mépris de ses victimes, il y a une dimension idéologique. Le racisme ne pourrait être que systémique, il ne pourrait être qu'un racisme d'État. Il y a là une lecture marxiste, évidemment, des événements. Le racisme ne pourrait venir que de l'oppresseur et de l'opprimé, et le blanc étant par définition l'oppresseur. Pour ceci, eh bien, il ne pourrait pas être lui-même en retour victime de racisme. Et on nous explique d'ailleurs, c'est le cas pour Crépol, mais aussi pour d'autres crimes, que même s'il y a des insultes, que même s'il y a une haine qui est exprimée, ce n'est pas le motif profond. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le blanc, selon les termes de ces agresseurs qui définissent eux-mêmes leurs victimes de la sorte, ne peut être que coupable. Le blanc ne peut pas être victime. Et vous comprenez que si l'on en vient à dire que, eh bien oui, la haine peut aussi venir des
racisés. Pour ceux qui ne nous écoutent à la radio, je viens de placer avec mes doigts, comme le font les Anglais, beaucoup de guillemets autour de ce terme. Si la haine peut aussi venir des racisés, c'est tout un édifice idéologique qui s'écroule. Ça serait donc évidemment démonter la logique décoloniale, indigéniste, cet antiracisme de culpabilisation qui sous-tend aujourd'hui la culpabilisation des Français, qu'on voit d'ailleurs s'exprimer à travers ces manifs contre l'islamophobie hier, qui ne sont en fait que des manifs islamo-gauchistes, dans lesquels on veut tout simplement, à travers ce crime horrible qui a eu lieu, anesthésier les Français, leur dire qu'ils ne peuvent pas se défendre, qu'il leur est interdit de se défendre. C'est tout ce que nous voulons contrarier, contredire à travers cette conférence. Parce qu'effectivement, même avant Thomas, le racisme anti-blanc, c'est quelque chose qui est expérimenté par énormément de Français, même au quotidien. Aujourd'hui, ce que vous essayez de faire avec cette conférence, c'est déjà vous faire peut-être porte-parole de tous ces Français qui constatent et qui subissent ce racisme sans oser en parler. Et puis, effectivement, briser le tabou. Aujourd'hui, il y a un problème, c'est qu'un Français qui parle de racisme anti-blanc, ça fait de lui un raciste, précisément. Mais bien sûr, on est dans une inversion accusatoire absolue. Et la réalité, vous le dites, c'est que c'est quelque chose qui est ressenti par de nombreux Français, par de nombreux jeunes Français en particulier, dans les cours d'école, dans les collèges, dans les lycées. Mais vous en souvenez peut-être, il y a quelques semaines de ça, la porte-parole du gouvernement elle-même a dit que sa fille avait subi des insultes dans son collège, et les médias se sont emparés de la chose en niant cette réalité. C'est-à-dire que même quand vous avez une personnalité qui, à mon avis, n'est pas souvent à votre micro, qui vient dire que sa fille a vécu cela, on nie cette réalité. On a eu il n'y a pas d'enquête réelle de victimisation, comme on dit, sur le sujet, mais il y avait un sondage qui était édifiant, qui a été fait en 2022 par l'Institut CSA pour CNews, qui nous disait que 80% des Français estimaient qu'il y avait du racisme anti-blanc, et l'expression exacte du sondage était de la part de certaines communautés. 80% des Français, c'est massif en réalité, et c'est un vécu qui est massif, parce que on parle de racisme anti-blanc parce que c'est la forme la plus forte, la plus choquante, mais on peut tirer le fil. C'est du racisme anti-français, c'est aussi une forme de christianophobie. On a vu encore ce qui s'est passé à Avignon samedi, quartier Montfavet, qui est un des quartiers les plus chauds, comme on dit, d'Avignon, où des jeunes, selon le terme consacré, sont entrés dans l'église, ont crié, je ne vais pas tout reproduire au micro, mais enfin des insanités à l'égard du Christ, ont menacé le prêtre de revenir brûler l'église, et le tout ponctué de quelques Allahu Akbar, ce qui donnera quelques indices sur les jeunes en question. Il y a toute cette réalité-là qui est niée, mais pas plus tard que vendredi dernier, grâce au travail indispensable du site F de Souche, nous découvrions que au détour comme ça de la presse locale, dans le Progrès, un article titré Coup de couteau, on m'a traité de sale blanc. On découvre que lors des émeutes de 2023, c'était les émeutes suite à la mort de Naël, à Saint-Étienne, un étudiant a été dans un premier temps insulté de sale français, de sale blanc, nous dit-il, par des jeunes filles voilées, avant qu'un autre groupe d'hommes, cette fois-ci, viennent leur prêter main forte et qu'il soit poignardé à 4 reprises. Alors il s'en est miraculeusement sorti, on parle ici d'une tentative de meurtre, et il faut attendre le procès 2 ans après pour avoir ce titre. Et s'il n'y a pas, encore une fois, le travail de F de Souche et puis de tous les médias de réinformation dont vous faites partie, tout cela resterait un article, un jour, dans le Progrès, et personne n'en parlerait. Des coups de couteau assénés après avoir été traités de sale français, de sale blanc, cela devrait bien sûr faire la une de tous nos journaux, l'ouverture de tous nos 20h. Ce n'est pas le cas, et c'est évidemment, encore une fois, ce déni, cette omerta, ce tabou que nous voulons dénoncer à travers cette conférence ce soir à Paris. La difficulté derrière ce tabou, c'est que tant qu'il n'y a pas de reconnaissance du racisme anti-blanc, la suite logique, c'est que nous ne pouvons pas mettre en place justement de quoi y répondre et donc trouver une solution à ce problème qui, on comprend derrière vos mots, Philippe Vardon, est un problème désormais de société. En réalité, est-ce qu'il y aurait des solutions à ça, Philippe Vardon ? Est-ce qu'une fois que justement ce terme de racisme anti-blanc fera la une de toute la presse, est-ce qu'une fois que les Français se sentiront libres d'en parler, de témoigner, est-ce que vous pensez que ça sera suivi de projets pour endiguer le phénomène ?
D'abord, il faut un réarmement moral et un réarmement judiciaire face à cela. Le réarmement moral, ça commence par en finir avec l'acceptation de la haine de la France, du peuple historique de France, de nos traditions, de notre civilisation chrétienne et européenne sur notre sol. Une haine qui, il faut bien le dire, est très largement exprimée par des gens qui sont issus de l'immigration extra-européenne par définition. Donc il faut d'abord en finir avec cette forme d'acceptation, mais qui est aussi d'ailleurs une haine de soi intériorisée. Hein, tout le discours woke, le discours le plus gauchisant, est finalement un puissant carburant pour cette haine. Quand vous avez une immigration massive, et en plus une immigration massive qui est arrivée dans les salles de l'éducation nationale, se fait expliquer par un certain nombre de professeurs, il faut bien le dire, par un certain nombre de médias, eh bien, que les Français sont des salauds, que les Blancs n'ont semé que la mort et la haine à travers le monde, eh bien, on peut considérer que derrière les coups de couteau qu'a subi ce jeune à Saint-Étienne, il y a aussi une idéologie qui arme le bras. Et tout ça n'est pas réellement nouveau. Il y a 20 ans, en travaillant sur cette conférence, nous sommes rappelés qu'il y a 20 ans, à l'époque des manifs lycéennes contre le CPE, il y avait eu, et ça avait été qualifié par la presse à l'époque déjà, en 2005, des ratonnades anti-blancs. Il y avait même eu à l'époque un appel contre ces ratonnades anti-blancs, c'était exprimé ainsi dans le monde, qui avait été signé à l'époque par Bernard Kouchner. Mm. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, alors que les faits à l'époque étaient massifs, il y avait aussi des vidéos très nettes là-dessus, où on avait en fait des bandes de cités qui descendaient pour agresser, pour dépouiller les lycéens dans ces manifestations. Mais on est 20 ans plus tard et on est encore obligé de mener ce combat. Et on peut se dire que si c'était déjà le cas il y a 20 ans, c'est encore plus massif, évidemment, aujourd'hui. Donc d'abord un réarmement moral et derrière un réarmement judiciaire, mais qui passera en réalité par la pression de l'opinion publique, par le fait de ne plus laisser passer, par le fait de mettre chaque dossier sur la table. Et comme c'est le cas pour l'affaire de Crépol, si Marion Maréchal n'avait pas immédiatement pointé du doigt cette dimension-là, si elle n'avait pas été avec force, avec vigueur sur les plateaux télé pour dire non, non, là-dessus, on va pas se taire parce qu'il y a une réalité derrière cette mort, parce qu'il y a des types qui viennent dans un bal pour se payer des petits blancs qui se moquent de tuer ceux qui ne leur ressemblent pas, ceux qu'ils vivent comme des étrangers en réalité. Si elle n'avait pas tenu bon là-dessus, peut-être ça aurait été enfoncé. S'il n'y avait pas des députés courageux comme Thibault Monnier qui, à l'Assemblée nationale, lors des questions au gouvernement, a demandé au ministre de la Justice que ces faits soient reconnus. Et puis s'il n'y avait pas des journalistes courageux comme François Bousquet pour aller mener ces enquêtes, eh bien petit à petit les choses passerait comme ça et le silence s'installerait. Donc notre première mission, à vous, à nous, à tous ceux qui nous écoutent, c'est de mettre ça sur la table et de ne pas lâcher jusqu'à obtenir que oui, le peuple historique de ce pays, que les Français en France soient reconnus aussi dans la souffrance qui leur est infligée et qui, encore une fois, commence par une insulte dans une cour de récré, par une marginalisation, une exclusion dans une cour de récré, dans une classe, et qui peut se terminer par la mort sur un parking dans une fête ou à la sortie d'une boîte de nuit, comme on l'a vu trop de fois. Et cette haine, elle doit être dénoncée, elle doit être combattue. Et oui, nous, c'est vrai, avec Identité Liberté, nous considérons que c'est aussi notre mission première de défendre les nôtres. On voit de la part de cette population immigrée quand elle est victime de racisme, que ce soit d'ailleurs justifié ou non, mais on peut. Vous avez évoqué Naël, donc revenons par exemple sur le cas de Naël. On voit quand même une solidarité énorme qui se constate beaucoup moins justement quand il y a des cas de meurtre motivés par le racisme, donc comme celui de Thomas à Crépol. Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que les Français là-dessus ont aussi un travail à faire de solidarité et de peut-être trouver eux aussi cet effet de groupe, de communauté, cet effet de masse pour pouvoir faire face à ce phénomène, Philippe Vardon? En tout cas, les Français doivent avoir la conscience de ce qu'ils subissent chez eux et ne pas nier, encore une fois, cette souffrance qui est ressortie par tant de jeunes. Mais effectivement, il y a chez ceux qui sont issus de l'immigration extra-européenne, une dimension communautaire qui est liée à ce sentiment minoritaire aussi et à un sentiment de puissante solidarité communautaire que par définition les Français, chez eux, sur leur sol, habitués à être majoritaires, ne ressentent pas forcément de la même façon et ils sont traversés par des passions idéologiques, par des passions politiques qui parfois les séparent.
en effet, et puis il faut le reconnaître, les Français sont travaillés par de puissants courants idéologiques dans l'éducation nationale, dans l'université, dans les sciences sociales, qui sont les premières à nier le réel du racisme anti-blanc ou anti-français. À chaque fois qu'il y a une victime réelle, on a un sociologue pour venir nous expliquer qu'en fait, c'est pas vraiment ça, etc. Et puis, dans le paysage médiatique aussi, même si, encore une fois, oui, il y a de plus en plus de paroles courageuses, la réalité est quand même que sur le flux global, ce sont des bougies qu'on allume dans la pénombre. Bien, il faut multiplier ces bougies et continuer inlassablement à dire cette vérité, parce qu'encore une fois, c'est le réel, et notre mission à nous, c'est de faire que la souffrance de ces Français, la mort de ces Français, ne soit pas niée ou méprisée. Mmh. Et puis qu'elles servent peut-être à éveiller les consciences. Philippe Vardon, on reste avec vous encore quelques minutes. J'annonce quand même déjà la suite du programme pour nos auditeurs. On parlera du comité du 9 mai dans quelques instants avec Jean-Eudes Gana et l'avocat Bertrand Saint-Germain. Mais on continue pour le moment avec ce racisme anti-blanc. Philippe Vardon, si jamais le racisme anti-blanc ne s'impose pas dans le débat public, si jamais même il n'est pas reconnu publiquement, est-ce que, quelle pourrait être la suite pour les Français? D'abord, il y a déjà quand même des reconnaissances, y compris juridiques, du racisme anti-blanc, puisqu'il y a Pour déjà Thomas, il y c'est a, en cours, il y a il me des, semble. pour Thomas, le sujet est en Ouais. tout cas là, mais il y a déjà eu des condamnations pour racisme anti-blanc ou racisme anti-français dans notre pays. Donc cette dimension-là, elle existe. Maintenant, il faut aussi avoir des avocats courageux, parce qu'on a aussi souvent des avocats qui expliquent aux familles qu'il ne faut pas mettre ces aspects-là sur la table, parce qu'il ne faudrait pas politiser les affaires, les médiatiser. Et là-dessus, je crois qu'on a petit à petit un retournement qui s'opère. Il y a aussi des associations qui font ce travail-là. Je pense par exemple à l'ASLA qui est auprès des victimes ou des familles de victimes, et un certain nombre d'avocats. On a de plus en plus d'avocats courageux et de familles aussi qui refusent en fait ce silence. Et ça, c'est un phénomène très nouveau en réalité. J'ai la chance et le malheur d'être un vieux militant, et c'est un phénomène assez récent en réalité de voir des familles de victimes qui comme ça refusent. On a eu des tribunes, on a vraiment des paroles très fortes du côté des victimes. Notre devoir à nous, c'est encore une fois d'amplifier ça et de leur montrer qui est à leur côté, et de leur faire comprendre que c'est en réalité, je le disais tout à l'heure, sondage accablant, 80% des Français qui considèrent qu'il y a du racisme anti-blanc de la part de certaines communautés dans notre pays, qu'en réalité, ils ne sont pas seuls, que cette vérité, elle est connue des Français, même si elle est occultée par une grande partie des médias, et que leur parole doit se libérer. Parce qu'on ne pourra pas sauver d'autres gamins si la parole ne se libère pas pour décrire cette réalité et cette souffrance des Français. Je donne donc rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent et qui sont à Paris ou pas loin, ce soir, à partir de 18h30, c'est dans le 9e arrondissement. Encore une fois, toutes les infos sont sur identité-liberté.fr, identité au singulier-liberté au pluriel.fr. Ils auront le lien d'inscription et tout ce qu'il faut pour pouvoir nous rejoindre ce soir. Et si jamais les auditeurs ont besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à appeler la radio. C'est une table ronde très complète parce que finalement, vous nous l'avez expliqué, c'est un combat à mener sur le plan politique. Donc on a des élus, Marion Maréchal, Thibaut Monnier, sur le plan intellectuel, briser ce tabou qu'il y a dans cette sphère intellectuelle avec François Bousquet donc, qui écrit là-dessus. On a le niveau juridique avec Pierre-Marie Sèvres donc, qui est juriste, et puis même le plan plus journalistique, donc ce monde de la presse et des médias. Notre rôle, c'est de briser les tabous. Et donc, le président de la radio, Pierre-Alexandre Bouclé, sera là aussi. Donc, chers auditeurs, allez-y. Philippe Vardon, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour vous présenter cette conférence. Pour parler du racisme anti-blanc plus généralement, on vous souhaite bon courage et puis à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup.